Le Baal Shem Tov disait: la mémoire est la racine de la délivrance, comme celle de l'oubli et celle de l'exil. Cette phrase, c'est une des premières phrases du livre de notre ami Patrick Abel, ici présent, qui raconte l'histoire de son grand-père, en fait, qu'il a très peu connu, qu'il a fréquenté évidemment beaucoup, mais il n'y avait pas vraiment d'échange entre eux, ni avec lui, ni avec personne du reste de la famille. Donc ce livre, En quête de nom, est une façon de recoller les morceaux de l'histoire familiale. Monsieur Hirsch Wolf Abel, c'est de lui dont on parle dans ce livre. Et je suis ravie d'accueillir l'auteur de ce beau livre conséquent, un travail d'enquête incroyable. Bonjour Patrick Abel. Bonjour. Ravi de vous accueillir vraiment. Merci. Voilà. Alors, ce livre, En quête de nom, on comprend déjà dans le titre que, En quête du nom, pardon, vous avez été à la recherche de vos racines, de votre famille. Oui, c'est intéressant d'ailleurs le lapsus que vous avez fait. En quête de nom. Parce que justement, c'était dans ce titre-là, donc je reprenais un petit peu la notion de sans nom. Et donc j'ai recherché les véritables prénoms en fait de mon grand-père qui se faisait appeler Albert. C'est sa mère quand il allait à l'école, donc dans les années 1900, qui lui disait: écoute, il vaut mieux que tu t'appelles Albert, que tu te fasses appeler Albert plutôt que Hirschwolf. Ça va mieux. C'était ses prénoms, Hirschwolf, parce qu'aujourd'hui c'est des noms de famille, mais bon. Voilà, mais c'était ses prénoms. Et donc Albert en fait était juste un prénom, j'allais dire de façade uniquement. Alors, un prénom de façade, ok, mais une personnalité pourtant très courageuse, parce que quand on suit l'enquête que vous avez menée, on voit par toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et pourtant, pour vous, c'était un homme tout à fait... on va dire insipide. Est-ce que je peux dire insipide ou pas ? Oui, insipide, pas forcément. Je note, je cite beaucoup d'auteurs dans mon livre et je cite à un moment donné Boris Cyrulnik qui parle des déportés qui ne transmettent à la deuxième, voire troisième génération qu'un clivage, c'est-à-dire qu'une image, et non pas ce qu'ils sont réellement. Donc j'avais de mon grand-père une image seulement. Une image qui correspondait à ce qu'il faisait. Il était chauffeur de taxi, il s'était remarié donc avec une jeune femme bretonne de 20 ans plus jeune, et donc je n'avais que cette image, donc je ne parlais pas parce que... Enfin, je ne parlais pas. C'est-à-dire que lui ne parlait pas. Il n'y avait pas de vrai échange. Échange sur ce qui s'était passé, sur d'où il venait, où il était né, par où il était passé. Donc il y avait un silence qui était absolument indispensable pour lui, parce que c'était un silence de survie, de protection, et un refuge. Mais ça voulait dire donc qu'il ne transmettait pas ce qu'il était réellement. Alors, ce grand-père qui est mort en 1989 à l'âge de 95 ans, a été déporté à Auschwitz en 1944, le 11 août. Il avait 50 ans. Il avait 50 ans. Il avait 50 ans. Donc, il devait être extrêmement costaud, si je peux me permettre l'expression, extrêmement fort. Il n'avait rien. Physiquement. Il avait peu de chance pour en échapper. A priori, il n'avait aucune chance d'en réchapper. Il n'avait aucune chance d'en réchapper. Et pourtant, il a passé la sélection. Et il a eu beaucoup de chance parce que c'était le dernier convoi, parce que le train a été retardé du fait des fêtes de résistance qui ont bombardé les voies ferrées, et il a mis très longtemps à arriver à Auschwitz. Ensuite, quand il est arrivé, encore de la chance, les papiers étaient perdus du train, donc les Allemands ne pouvaient rien faire parce qu'il fallait les papiers, il fallait la liste. Donc le fonctionnariat allemand nazi fonctionnait parfaitement. Donc ils ont encore attendu 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, il a été sélectionné. Donc pour devenir Sonderkommando. Donc ce qu'il a fait pendant à peu près un mois. Un mois. Avant, mais il a quand même échappé à la marche de la mort. Enfin bon, il a un destin assez incroyable. Et vous, ce qui est intéressant et ce qui est touchant, c'est que vous avez écrit ce livre, vous avez commencé cet ouvrage en 2008. Alors, vous n'êtes pas écrivain de profession, vous étiez commerciant, on va dire. Oui. Aujourd'hui, on passe de devenir psychanalyste parce que cette histoire, j'imagine, elle a dû vous bouleverser.
d'aller sur les traces comme ça Ouais, je dirais même que c'est pas l'histoire qui m'a bouleversé, quête. C'est la quête. J'avais besoin de ce bouleversement. C'est-à-dire que il y a toujours une transmission qui se fait inconsciemment par le silence. J'ai appelé ça un dibouk intérieur, donc qui agite et qui fait que il y a pas de parole. Il y a une histoire qui est là, qui agit inconsciemment et qui est sans parole. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de mettre des mots et de faire une quête donc de ses paroles et en même temps une quête de son histoire. D'ailleurs, c'est très saisissant parce que sur sa tombe, il y a juste son nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date, ni de naissance, ni de mort, il n'y a rien. Non, sur sa tombe, il y a juste indiqué famille Abel Henriot, Henriot étant le nom de jeune fille de sa deuxième femme. Donc sa date de naissance, sa date de décès, rien n'est indiqué sur la tombe. Ouais, donc ça vous a aussi interpellé. Et sur le site des cimetières de France, c'est identique. Donc son prénom n'existe pas, comme si le prénom Hirschwolf était peut-être trop marqué, trop marquant, trop connoté. Et comme Albert n'existait pas au niveau de l'état civil, donc il n'y avait rien. Alors, quand vous dites, quand vous parlez de ce livre, que c'est un récit, c'est une enquête, c'est aussi une quête. Alors, cette quête, c'est quoi? C'est la quête d'identité, une quête identitaire pour vous? Alors, je me suis pas posé la question quand j'ai fait mon enquête d'où ça venait. Bien sûr. Parce qu'il y avait une force, j'allais dire presque irrésistible, qui me poussait à enquêter et à savoir. Une fois que je savais, une fois que j'avais découvert, il fallait que je m'approprie ce que j'avais découvert. Et après, il fallait que je l'écrive. Alors vous avez trouvé, c'est vrai qu'on parle de ce que vous avez découvert, mais vous ne saviez rien, absolument rien, et vous avez vraiment remonté le fil, vous avez trouvé des photos, des documents. J'avais quelques bribes, j'avais quelques témoignages de ma grand-mère, donc de sa première femme, qui m'a un petit peu raconté. Quoi, juste pas de traces écrites. Mais aucune trace écrite. Aucune trace écrite, aucune preuve d'archives. J'avais ma tante aussi, donc sa fille, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a raconté. Mais ce qu'elle pouvait raconter avait des limites, parce que d'abord son témoignage était transformé, parce que les témoignages des déportés se transforment souvent, et puis parce que elle ne pouvait pas aller très très loin. Donc en partant de ces bribes, j'ai vérifié l'exactitude des témoignages. Et pour vérifier, donc, j'ai été obligé à la fois d'aller dans des archives et d'aller dans les lieux où il est passé, où la famille est passée aussi. Ce qui est saisissant, notamment une des photos, des nombreuses photos qu'il y a dans le livre, celle qui est juste derrière vous, on va la voir à l'image tout de suite, vous l'avez trouvée totalement par hasard. Alors, il y a eu beaucoup de hasard dans ma quête, mais c'est vrai que cette photo-là est complètement le fait du hasard. C'est en naviguant sur le net, en allant sur le site du mémorial d'Auschwitz. Il y avait des photos, donc j'ai compulsé toutes les photos. Peut-être avec quand même un désir, une envie de trouver, parce que j'avais envie de trouver. Et vous l'avez trouvé. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et je suis tombé par hasard. C'est celui qui est assis par terre. Voilà, il est assis par terre. Donc ça, c'est en 1945. Le camp est libéré. Il est à l'hôpital. Il est soigné par les Polonais et par les Russes. Et tout le staff médical pose. Ouais. Et il y a un déporté qui est agenouillé et c'est lui. Donc j'ai demandé confirmation parce que je me dis c'est pas possible. J'ai demandé confirmation à sa fille, à ma tante, et qui m'a confirmé que c'était bien lui. Alors aujourd'hui, vous êtes en Israël parce que vos enfants y habitent. Alors je suis en Israël parce que mes enfants y habitent, parce que ma fille y habite avec son mari, donc et ses 4 petits enfants, et donc je viens régulièrement en Israël, tout en ayant fait symboliquement l'Alia. Alors officiel. Bon. Mais je ne vis pas en Israël. Vous ne vivez pas en Israël. Alors justement, mais je vous pose cette question des enfants parce que évidemment, ce travail de mémoire implique la transmission. Donc ça a dû aussi avoir des répercussions sur la jeune génération de la famille.
Alors, il implique automatiquement une transmission, mais pour moi, ça n'a pas été automatique. C'est ma fille qui m'a insufflé, pas l'idée, mais le besoin de le faire. Parce que vous avez participé grâce à ce livre que vous avez écrit à la fameuse soirée Zikaron Bassalon. Voilà, exactement. Donc elle a invité tous ses amis francophones de Jérusalem. Et il y avait entre 70 et 80 personnes qui étaient là. Et donc j'ai fait une présentation avec des diapositives. Et là, je me suis rendu compte que d'abord, je me suis rendu compte que l'émotion était palpable, se transmettait. Et puis je me suis rendu compte que on peut pas dire une méconnaissance, mais qu'il y avait un besoin de savoir, un besoin de connaître. Et surtout, l'émotion s'est transmise, s'est diffusée parce que ce n'était pas, c'était pas la grande histoire, quoi. C'était l'histoire de gens simples qui ont été pris dans les tourments de l'histoire et qui se sont débrouillés pour survivre. Pas tous, parce qu'il y en a bien sûr qui ont été déportés, qui sont pas revenus. Et donc là, ça touchait beaucoup. Ouais, ça touchait beaucoup et ça rejoignait un peu votre nécessité, votre besoin de désanonymer, si je puis dire, vous empruntez l'expression, les morts. Hein. Oui, c'est-à-dire que les morts, c'est le travail qu'a fait Serge Klarsfeld en France, c'est-à-dire ce livre et puis ensuite avec la lecture des noms lors de Yom HaShoah, c'est-à-dire que on sort de la grande histoire, si je peux me permettre, entre guillemets, bien sûr. Et on rentre dans l'histoire, la petite histoire de gens qui voulaient tout simplement vivre, et on leur redonne une vie en leur redonnant un nom. Alors moi j'ai redonné vie à mon grand-père en lui redonnant ses vrais prénoms, ses prénoms d'origine, de naissance, et j'ai fait d'ailleurs sur le mur du mémorial de la Shoah, donc il y avait à la fois ses vrais prénoms Hirschwolf et il y avait Albert, c'est-à-dire qu'il y avait deux Abel qui étaient indiqués. Il y avait Albert Abel et Hirschwolf Abel. Déportés par le même convoi. Et en fait, c'était la même personne. Donc vous avez fait faire la correction. Et donc j'ai fait effacer en fournissant tous les documents Albert. Donc Albert n'existe plus. C'est Hirschwolf qui reste. Okay. Et qui restera. Bien sûr. En tout cas, si vous avez envie de vous plonger dans cette histoire incroyable, vraiment, on voyage dans ce livre. Eh bien, vous pouvez trouver le livre Enquête du nom par Patrick Abel sur Amazon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. De rien. Et puis, nous, ça nous fait plaisir toujours de parler de transmission, d'identité. Voilà, c'est des thèmes qui sont chers à nos auditeurs et puis à ce qu'on fait ici. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.